Salut à vous, initiés de la littérature, j'espère que vous vous portez bien, parce que là on va parler roman, on va parler livre, mais surtout on va parler de vampires, et pas de gentils vampires amoureux, mais de vampires malsains. Donc là on est plus dans l'horreur, le fantastique. Moi je suis Alban Jude, auteur, conteur et donc chroniqueur de la chaîne Arcane Fiction. Vous pouvez me suivre sur Instagram et bien sûr sur YouTube. Les vidéos qui vont suivre, au début elles avaient été faites sur Instagram. Et puis en plus de faire de la chronique, je vais faire également des livres audio qui vont bientôt paraître. Pensez à vous abonner, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est pas beaucoup d'efforts pour vous, c'est juste un petit clic. Allez, profitez bien. Dans une dystopie chronique où la Révolution française n'a jamais eu lieu, les membres de la noblesse sont devenus des vampires, la population dirigée dans la peur doit payer une dîme de sang. Bienvenue en Europe qui est devenue la Vampiria, un roman qui s'appelle La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Victor Dixon nous plonge dans une dystopie uchronique où Louis XIV, le roi Soleil, est devenu le maître des ténèbres dès lors qu'il est devenu un vampire, faisant perdurer son règne éternellement. Des siècles plus tard, pour pouvoir conserver son pouvoir et l'étendre, il a permis tous les nobles de haut rang de rejoindre le rang des vampires, faisant de l'Europe la Vampiria. En tout cas, ça donne vraiment le ton sur le fait où les vampires ne se cachent pas du tout, ils se montrent, ça en devient même une fierté. Et même l'Europe tout entière est au final sous la coupe de Louis XIV. Donc le récit va être une narration à la première personne d'une adolescente de 16 ou 17 ans. Elle s'appelle Jeanne, elle vient d'une famille de prolétaires de son époque. Ses parents sont des alchimistes. Elle, une jeune femme assez indépendante, assez dure, elle aime bien les chasser. Il va y avoir un inquisiteur, donc rien à voir avec l'inquisition du clergé, mais de ce nouvel ordre de la Vampiria, qui vient aller voir ses parents, et au final ils vont les exécuter. Ils vont exécuter toute la famille, parce que visiblement, dans la cave de ces alchimistes, ils étaient en train de préparer quelque chose qui était complètement illégal. On comprendra vite en fait que ses parents étaient contre le pouvoir en place, et ils essayaient de faire une sorte de magouille dans leur cave, et leur fille, Jeanne, n'était même pas au courant. Et du coup, elle va devoir s'enfuir, et ça va être la seule rescapée de toute la famille. Donc ils vont tous se faire massacrer. C'est pas un spoil, c'est le début de l'histoire. Mais le truc, elle va réussir à survivre et même usurper l'identité d'une noble. Le frère de l'héroïne, il faisait une liaison interdite avec la noble du coin. Le comte qui régissait les terres a une fille et cette fille était avec le frère de l'héroïne. Grâce à des concours de circonstances, malheureusement, la pauvre noble, qui semblait plutôt sympa, va mourir. D'ailleurs, on va inculper Jeanne de la mort de celle-ci, en plus du fait qu'elle fasse partie d'une famille de renégats poursuivis par l'Inquisition, alors que Jeanne se retrouve devant le comte, encore une fois, grâce à son habileté de la chasse et concours de circonstances, elle va réussir à tuer le comte. Il n'y a plus personne pour pouvoir identifier qui est Jeanne, fille noble qui vient de mourir, Diane, et du coup, Jeanne va devenir Diane pour pouvoir échapper à l'Inquisition. Au final, l'inquisiteur va le prendre sous son aile et il va dire maintenant tu fais partie de pupille du roi, parce qu'il gobe ce mensonge, et ils vont l'amener à Paris, là où elle va recevoir les plus grands enseignements de la Vampiria. Elle va devenir une vampire, mais elle va devenir une grande noble. Et elle va faire le voyage tout du long en compagnie d'un vampire. Là, c'est quand même plutôt sympa parce qu'elle doit être courtoise, elle doit être reconnaissante envers des personnes qui lui ont tout pris. Mais voilà, elle doit préserver son rôle. Là, on peut dire vraiment que l'intrigue va commencer ensuite, du moins la matière du livre. Ça, ce n'était que le début, vraiment l'accroche. On va avoir Jeanne devenue Diane. Son but ultime, tant qu'à faire, c'est de venger sa famille et même essayer de tuer le roi Louis XIV, le maître des ténèbres. Alors là, par contre, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, sur certains points, ça m'a fait penser à Harry Potter et Hunger Games. Alors, toujours ce héros, cette héroïne qui vient d'un milieu pauvre, qui n'était pas très bien traité. Là, très rapidement, elle va changer de monde, elle va changer d'univers. Là, ça rappelle un peu Harry Potter où elle va aller dans une école prestigieuse pour changer de monde. Sauf qu'au lieu que l'école soit magnifique, elle est juste horrible. Et surtout, c'était comme si Harry Potter était envoyé à l'école des sorciers, non pas pour être un bon élève, mais pour éliminer Dumbledore. Là, elle va essayer d'éliminer Louis XIV. Et donc dans une mission d'assassinat vengeresse. Je l'ai pris rapidement de ce point de vue-là et je trouvais ça fun au final. Je me suis dit, tiens, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai déjà lu, mais pris d'une manière différente. Alors bien sûr, durant son année scolaire,
scolaire, elle va devoir être un bon élève, elle aura de bonnes qualités sur certains points, d'autres où elle est pas du tout bonne. Et justement, on apprendra à connaître un peu plus le personnage entre ses qualités et ses défauts, ce qu'elle a travaillé, ce qu'elle a déjà acquis. Elle va se faire quelques alliés, parce qu'on va se rendre compte que tous les nobles ne sont pas forcément pour la vampiria, ou du moins ne sont pas tous des gens à l'ego démesuré. Bien sûr, comme tout livre qui se passe dans une école, elle va très vite tomber sur une rivale très agaçante. On voit ça déjà avec Malfoy dans Harry Potter, on voit ça aussi avec un des antagonistes dans la série Netflix Mercredi, où très vite Mercredi est confronté à des rivales qui sont assez agaçantes, mais toujours avec une meilleure amie assez délicate, ou du moins qui est sa meilleure amie. Là on reprendra un peu ses codes. Ce qui va mettre un entrain, un truc, quelque chose... une intrigue tout au long de l'histoire, c'est que les deux meilleurs élèves de l'année ont droit à ce qu'ils appellent la gorgée du roi. Ces deux élèves pourront boire le sang du souverain Louis XIV. C'est un cadeau, parce que ça leur confère quelques petits pouvoirs. Il se dit, il faut que je sois la meilleure des élèves. En fait, si j'ai la gorgée du roi se donne dans un cadre très intime, sans garde du corps, et donc un endroit parfait pour mener son assassinat. Je vous avouerai que la lecture, si elle était très intéressante, elle m'a été assez mitigée. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu faciles, un peu clichés, qui me faisaient clairement penser à tel ou tel univers avec ce goût de déjà-vu. Pendant la moitié du livre, je me suis dit, allez, c'est quand même un peu intriguant, je vais aller jusqu'au bout, mais à mon avis, je vais pas aller jusqu'au bout de la trilogie, parce que oui, il y a 3 tomes. C'est une bonne leçon pour mon humilité, c'est passer le milieu, ça a commencé de plus en plus à m'intriguer. À la fin, il y a même un retour de situation qui est vraiment génial, que je n'ai pas vu venir. Justement, j'avais peur que ça soit un peu trop stéréotypé, un peu trop ancré dans les codes, et le fait d'avoir eu un coup de théâtre m'a beaucoup plu. Donc au final, je lirai, je pense, la suite, enfin du moins... Je continuerai à l'écouter parce que je l'ai fait en audio-livre. Les points qui m'ont plu, les points qui m'ont moins plu. Là, par contre, il faudra bien écouter parce que ce qui m'a plu ne va pas forcément vous toucher, et ce qui ne m'a pas plu ne va pas forcément vous toucher également. Ce qui m'a pas trop plu, c'est déjà le personnage qui me faisait trop penser à Katniss. Il n'était pas très fouillé. Et au niveau de sa personnalité, c'est une adolescente qui est sans peur et sans beaucoup de reproches. Elle fera quelques petites erreurs, ce qui est appréciable. On se dira, c'est bon, elle n'est pas parfaite. Ensuite, ce qui m'a vraiment le plus agacé, c'est qu'elle a beaucoup de chance au combat. Alors, je veux bien qu'elle chasseille à la fronde, mais clairement, elle va réussir à faire quelques coups d'assassinat, ça... Plus avec un peu de chance, oui, l'auteur lui-même se rend compte que c'est pas très réaliste, donc à chaque fois il lui donnera un peu de chance. Ça n'empêche qu'elle les enchaîne, les petits coups de chance. En moins d'1 an, elle a réussi à faire quelques assassinats sur des gens sur lesquels elle aurait eu techniquement aucune chance. Voilà, pour revenir au tout début où elle est face au comte et un de ses gardes du corps, le comte il dit « Exécutez-la !» Et là, la scène, je l'ai pas du tout trouvé réaliste, mais alors pas du tout, parce que le mec, un grand gaillard qui a déjà fait la guerre, va exécuter la gamine, et en fait, il la charge. Je fais, mais pourquoi il la charge ? Enfin, elle est saisie, elle est là. Normalement, il la chope, il la prend, plac, il la bute, c'est tout. Non, là, il la charge. Très vite, on comprendra pourquoi il la charge, parce qu'en fait, elle se décale d'un pas sur le côté, lui, il continue et il tombe par la fenêtre. Littéralement. Alors là, je me suis dit, on est dans un cartoon ou quoi ? Enfin, j'ai rigolé, mais pas dans le bon sens du terme. À côté de ça, par contre, la narration sera plutôt bien faite pour un livre pour jeunesse. Là, je viens quand même sur les bons côtés, ce qui va me faire continuer sur le tome 2. Donc, quand même important, c'est que l'univers est plutôt bien fait. Si au début, vampiria, il s'est pas foulé, Ian Dickson. Au final, il y aura d'autres aspects autour où on se dit que son univers est plutôt bien monté et plutôt bien réfléchi dans ce cadre fantastique, fictionnel. Le fait que ça soit quand même intriguant de plus en plus, réussit à bien amener l'intrigue. Si au début, elle est assez conventionnelle, après, il l'amène bien et il commence à se poser des questions. Et ce coup de théâtre à la fin, génial, j'avais peur que ça soit trop dans les stéréotypes du genre. Donc voilà, je laisse la chance à la suite. Pour moi, c'est une belle leçon d'humilité parce que j'étais vraiment mal parti. Et au final, je veux bien écouter le tome 2. Comme je vous dis, mes reproches sont strictement personnels, comme les qualités que je donne au livre. Et si vous l'avez déjà lu et que vous avez beaucoup aimé, ou même pas très bien apprécié, mettez tout ça en commentaire, histoire que d'autres aient d'autres avis. Bon allez, en espérant que la vidéo vous a plu, puis à la prochaine. Salut à toi, initié de la littérature. Aujourd'hui, on va parler de Traum. Une histoire de vampire, mais pas n'importe quel vampire. Cette fois-ci, on va être plongé dans l'horreur et dans l'anti-romance. C'est quoi l'anti-romance ? Tu vas le savoir tout de suite. De jour,
Il est risqué pour un auteur de marquer « vampire » dans son bouquin. Pourquoi? Parce que le mot vampire, il ne fait plus peur. On dira merci à Twilight, ou encore à un journal d'un vampire ou autre. Bref, tout ça c'était de la romance qui a surfé un long moment. Alors que vous aimez l'urban romance, c'est votre genre, mais il y a encore derrière des fans de l'horreur qui ont envie de ressentir des petits frissons derrière la littérature. Pourquoi? Parce qu'on a laissé beaucoup de place à un genre qui a connu son succès, ok, parce qu'il avait son public. Il faut savoir que les vampires peuvent encore terrifier. L'anti-romance, ça va être quoi? Déjà, il faut se dire c'est quoi de la romance? L'histoire d'une romance, c'est l'histoire de deux personnes qui sont amoureux, mais que le destin va séparer, un peu comme Roméo et Juliette. Parfois, c'en est un qui court après l'autre, et ceux qui sont fans de ce genre d'histoire, ils veulent que ça se passe bien. Alors que l'anti-romance, c'est tout le contraire. Il y en a un qui va en séduire un autre, et nous, en tant que lecteurs, on se dit « Non, faudrait pas que ça se passe comme ça, parce que ça va très mal se passer si la séduction s'opère. » C'est ça l'anti-romance. C'est là où le suspense va se tenir. Alors, c'est la première fois que je lis ce genre de livre, je l'appelle anti-romance, c'est ma manière de l'expliquer, c'est mon point de vue. Voilà, j'ai encore jamais lu un livre dans ce genre-là, par contre des livres de vampires j'en ai lu, mais ça se combine très bien entre les deux, l'anti-romance et l'histoire de vampires. Mais ce livre, Traum, il peut aussi bien réunir ceux qui aiment la romance, pour ceux qui ont été anti-romance, comme il peut attirer en fait ceux qui n'aiment pas la romance. Et ça, je trouve ça intéressant en soi. Eva Joyce, donc l'auteur, elle va utiliser la métaphore du vampire. C'est quoi la métaphore du vampire au-delà du fantastique? C'est quelqu'un qui veut puiser son énergie dans sa victime. Souvent, le vampire, dans la pop culture, il va tenter de séduire sa victime pour lui boire son sang, lui boire son énergie. On en voit en réalité des vampires, entre guillemets, sans le côté fantastique, des gens qui veulent séduire, mais au final, ce n'est que pour eux, et ça sera forcément une mauvaise relation, une relation vampirique, une relation qui n'aurait pas dû se faire. Eh bien nous, en tant que lecteurs, quand on va suivre Adèle, l'héroïne du bouquin, qui est une femme intelligente, mais dont son intelligence est à la fois une force et un défaut. Oui, c'est une femme qui est tellement cultivée qu'à chaque fois que quelqu'un parle d'un sujet qui fait une petite erreur, elle se sent obligée d'intervenir, et ça en devient chiant. Vous avez peut-être déjà rencontré, ou peut-être que vous êtes un peu comme ça dans la réalité. Elle est plutôt charmante, mais sans être un sex symbole. On se rend compte petit à petit qu'elle a de petites tares, mais ça c'est tout le délice de la lecture. Et elle va partir en vacances avec son compagnon Charles, une personne plutôt riche. Donc elle va suivre son chéri, d'ailleurs un brave gars. Ils vont partir avec leur bande d'amis, les amis de Charles, qui sont ici de riches personnes, en vacances. Il va y avoir également Madame Purcell, Miss Purcell, qui va suivre Adèle. C'est une aide-soignante. Elle est là, elle stocke les médicaments, elle va faire un lien entre la psychiatre et la patiente tout du long du voyage pour être sûre que ça ne dérape pas. Voilà, elle en est là, elle a toujours besoin d'un suivi. Et donc, toute cette clique, elles vont partir en Roumanie. Cadre très contextuel et chaleureux, un joli château, pas un château ténébreux, vraiment un château dans lequel on va tous partir en vacances, joli contexte, pittoresque. Adèle va partir en vacances avec son compagnon, sauf qu'il va y avoir Miss Purcell qui va tenir la chandelle tout du long, et surtout les amis de Charles détestent Adèle. Voilà, on est là, dans ce contexte-là, dès le départ, histoire de nous tenir un peu en haleine avant que le fantastique n'arrive. Lorsqu'ils arrivent dans ce super hôtel, ce château, en fait, il est dirigé par une clique d'immortels. Il y a une petite famille de vampires, quand je dis petite famille, ils ne sont pas une vingtaine, ils sont une toute petite poignée, et quelques petits loups-garous, et ils sont alliés, ils sont associés. Il va y avoir Casimir, qui est un maître vampire. On ne se moque pas du prénom des autres, mais j'en entends quelques-uns pouffer là. Casimir, ça, le Z est très important. Là. Alors, comme tout maître vampire qui vit depuis des siècles, lui, clairement, il s'ennuie. Il s'ennuie, il ne sait plus trop comment passer son temps, et qui va faire une fixation vers Adèle. Casimir va tenter de séduire Adèle, sauf que dès le début, dès qu'il veut la séduire, on a le point de vue des immortels, le point de vue des mortels. On sait très bien que dès qu'il en aura fini, il va vouloir la bouffer, ça sera quelque chose de monstrueux. On pourrait se dire, en tant que maître vampire, il pourrait prendre dès le début Adèle dans un coin, il la bouffe et c'est fini. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est un vampire qui s'ennuie atrocement. Il ne veut pas que la séduire, il veut la détruire complètement. Et pour pouvoir la détruire complètement, il faut qu'elle se donne à lui. Qu'elle se donne à lui, il faut qu'il la séduise. Et c'est une fois qu'elle se donnera à lui qu'elle se sentira complètement manipulée, complètement soumise à lui, et qu'elle lui dira oui par la force des choses,
là, il la bouffera complètement. Et en fait, la survie d'Adèle, ça sera de résister au charme du vampire. Je peux vous assurer que moi qui ne suis pas du tout dans la romance, eh bien, ça donne beaucoup de tension. Tout du long, on se dit, mais arrête, mais casse-toi de là. Donc des côtés du vampire, il va y avoir les protégés des vampires qui au final, là, enfin même eux, c'est pas la joie d'être vampire, ils arrêtent pas d'être manipulés par Casimir. C'est clairement, il a une poigne de fer, il a réussi à les transformer, mais réussi à les maintenir sous sa coupe. On se rend compte à quel point c'est un maître tortionnaire, et puis ils peuvent à peine se débattre. En fait, les vampires qui sont avec lui, ils ont qu'une seule hâte, c'est de se barrer de plus en plus vite. Et on va avoir le meilleur ami de Casimir, Ivan. Ivan est un loup-garou. Alors Ivan, il va nous paraître très gentil au départ, on va dire. Pour un loup-garou, il va nous paraître sympathique. On va le voir au début comme une force brute et calme. Mais en fait, il n'en est rien. N'en est rien. Sans faire de spoil, c'est le profil psychologique de ces gens que vous avez peut-être déjà rencontrés. C'est le mec qui peut rigoler, qui peut être sympathique, et très protecteur, très sécurisant. Bien sûr, il a la force qui est avec lui, donc c'est le genre de pote, voire d'amant, certaines personnes voudraient avoir. Qu'en fait, il fait partie de la catégorie des faux calmes. Les faux calmes, pourquoi ? Parce que s'il est sympa, s'il va bien, tout se passe bien, tout va bien. Par contre, il y a une chose qui commence à le contrarier, ou s'il commence à être dans un mauvais jour, enfin voilà, c'est un loup-garou. Il peut vraiment péter un câble. C'est ce profil de personne-là. Au final, les autres loups-garous, ils vont être plutôt les suiveurs de Ivan, voilà, profil de la meute. Ivan aura plutôt protecteur vers les autres loups-garous, donc ses petits protégés, il sera plutôt cool avec eux. Quand il sera peut-être moins avec les humains le jour où il ne se sent pas très bien. Et là-dessus, ça va créer une sorte de tension grandissante. Ce qui est intéressant, il va y avoir tout un univers autour. Alors au début, l'univers, parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres vampires, d'autres loups-garous, il y a même des sortes de chasseurs de surnaturels qu'on appelle les augures. Tout ça, c'est de la toile de fond, c'est du décor pour donner du contexte et faire comprendre pourquoi les alliés et la famille sont enfermés dans l'hôtel et qu'ils ne vont nulle part ailleurs. Petit à petit, cette histoire secondaire qui était en vérité au début juste un fond de décor de l'univers, prend de plus en plus de place dans l'intrigue principale. L'intrigue est plutôt calme, elle monte, elle est plutôt en tension, c'est plutôt sur le jeu de la séduction, et petit à petit on va rentrer un peu plus dans de l'action, dans la violence et du gore un peu plus progressif, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais protagonistes. Quoique les immortels, c'est quand même des sacrées crevures là. Donc je conseille à tous ceux qui aiment ce genre de se lancer dans l'aventure, sachant que le tome 1 se suffit à lui-même, en espérant que cet avis t'aura convaincu. Donc Traum, David Joyce, le rap de Proserpine.